Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. On se parle un peu, on met la table pour votre cours. Cette semaine, ce sera le module 5. Donc, merci d'écouter ces podcasts et bravo surtout pour votre écoute des podcasts chaque semaine. Là, je le vois, là, vous êtes plusieurs à le faire, puis je suis convaincu que ça va vous aider à exceller dans ce cours. Puis si ça ne vous aide pas, dites-le moi. Comme ça, je vais pas prendre plusieurs heures de mon temps là, pour enregistrer, monter, publier là, ces petites capsules audio. Mais honnêtement, là, je suis convaincu que vous en retirez plusieurs bénéfices. Bon, avant toute chose, merci pour vos TP1. Donc, nous sommes lundi maintenant. Là, j'ai presque que tout corrigé et bravo pour vos TP1. Je vais terminer la correction d'ici ce vendredi. Donc, ça, c'est certain que ça va être terminé. Puis, je vais vous envoyer votre note. En fait, je vais vous envoyer plusieurs choses. Non seulement une note, mais une grille de correction que j'aurai remplie pour vous donner quelques rétroactions. Je vais vous donner des rétroactions aussi sur votre propre texte. Donc, il y a des textes qui sont plus rougis que d'autres. Vous verrez tout ça. Puis, je vous ai aussi prévu un petit commentaire audio. Ça permet des fois de mettre le ton. Hein. Des fois, la note, les commentaires peuvent être un peu abrupts là, lorsqu'on on regarde juste là, ce qui a été rougi puis ce qui a été biffé. Donc, audio, là, je vous ferai des commentaires un peu plus nuancés là, sur les modifications que j'ai faites, puis les suggestions de modifications là, que j'aimerais voir dans votre TP1 avant de passer au TP2. Et concernant la justesse d'ailleurs de la correction de ce TP1, là, sachez que je me suis appliqué à vous donner la note la plus juste possible. Mais cette note n'est jamais parfaite. Donc, typiquement, ça devrait refléter votre atteinte des critères que j'ai annoncés dans cette grille de correction. Donc, ça ne reflète pas vos efforts, là. Ça doit refléter les critères de correction annoncés. Puis, mais je peux quand même me tromper. Donc, la correction, là, pour ceux qui ont déjà fait cette tâche-là, c'est délicat, c'est difficile, puis on essaie de le faire le mieux possible, mais je peux me tromper, je peux errer un peu, ça m'arrive. Donc, si vous voyez de légitimes imperfections dans la correction, donc n'hésitez pas à m'en faire signe. En fait, pas trop longuement, là, écrivez-moi simplement un courriel en me disant le critère précis là, peut-être pour lequel vous avez été trop sévèrement noté. Puis la note peut-être que vous auriez mérité, puis une justification. Hein, pourquoi vous auriez mérité un peu plus pour tel critère. Comme ça, là, ça permettra de résoudre rapidement ce genre de petits problèmes. Donc, sachez que déjà que ce TP1, il était simple, il était court. Le TP2, ce sera plus difficile. Donc, le TP1, c'était aisément réalisable en quelques heures, la veille peut-être de la date de remise. D'ailleurs, certains l'ont d'ailleurs compris. Mais le TP2, il est plus long. Donc, je vous conseille vivement de vous y plonger le plus rapidement possible et pourquoi pas dès maintenant. Autre sujet, vous étiez plusieurs en classe la semaine dernière et plusieurs ont participé à notre caout épique. Et j'en profite pour transmettre mes plus sincères félicitations aux gagnants et gagnantes. Tiens, je me permets peut-être de les mentionner ici. En 5e position, ce fut Sabrina Cazzolato. 4e, Léa Nimode. 3e, Amélie Guillemette. 2e, Benoît Paquin. Et la première, la gagnante de notre caout la semaine dernière, Camille Bergeron. Donc, bravo. Belle bataille. Puis j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions fortes. Puis, by the way, il va y avoir d'autres caouts cet automne. Donc, courage à celles et ceux là, qui ont été déçus, qui ne sont pas sur le podium. Comment dit-on? On dit la vengeance, c'est un repas qui se mange froid.
Aujourd'hui, dans cet épisode, introduction au module 5, un module 5 où nous allons aborder l'histoire du professionnalisme. Donc, je dirais que la phrase peut-être qui va nous guider dans cette aventure, c'est la phrase, l'adage, je dirais, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Hein? Ce n'aura été jamais aussi pertinent que pour le cours du module 5. Donc, j'espère que vous êtes prêts à cette aventure. On va faire un long voyage dans le passé, dans votre passé, pour savoir d'où l'on vient. D'ailleurs, savoir d'où l'on vient, l'illustration la plus connue, je dirais, de cette sagesse, c'est peut-être on doit s'inspirer de la tragédie grecque. C'est toujours ça, ces grands adages-là. Moi, je pense notamment à Édipe roi. Hein. Rappelons l'histoire, vous avez sûrement tous vu ou tous lu, sinon entendu parler de l'histoire d'Édipe, le complexe d'Édipe d'ailleurs, c'est inspiré de cette histoire classique. Rappelons cette histoire. On est à Thébèse, donc ça se passait à cette époque. Il y avait la peste à Thébèse. Et Édipe, notre personnage principal, va aller consulter l'oracle, hein, un oracle à Delphès, pour se faire dire quelques vérités. On s'adresse comme ça aux oracles. Et l'oracle lui dit « Connais-toi toi-même ». Hein, avez-vous déjà entendu cette phrase? Et se connaître soi-même pour Édipe, c'est important parce que l'oracle lui apprend aussi qu'il va tuer son père et qu'il va coucher avec sa mère. Donc ici, Game of Thrones, vous le voyez, n'a rien inventé. Là. Donc tu vas tuer ton père, tu vas coucher avec ta mère. Puis Édipe, il a été abandonné plus jeune, donc il ne connaît pas son identité. Donc vous voyez un petit peu le parallèle que je vais faire avec le cours. Et ne connaissant pas son identité, notre Édipe va être menacé par un inconnu sur la route. Et Édipe en se défendant, va tuer cet inconnu. Et cet inconnu, il l'apprendra plus tard. Il s'agit de Laios plutôt, son père. Et plus tard, en triomphant de la Sphinx, peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire-là, là, où Édipe doit répondre à la Sphinx, répondre avec une énigme. Puis il gagne le droit d'épouser la reine de la ville. Et la reine de la ville, c'est la belle Jocaste. Et Édipe va apprendre plus tard que Jocaste est aussi sa mère. Donc, ça va pas bien pour Édipe. Puis, ne pouvant plus supporter ce savoir, hein, ici, il faut voir la symbolique de tout ça, le savoir, la lumière, la connaissance. Notre bel Édipe s'arrache les yeux. Ouais, c'est ce qu'il fait. Savoir d'où l'on vient. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça se termine aussi mal pour vous. Donc, heureusement pour vous, rassurez-vous, ça ne finira pas aussi mal qu'Édipe. Je vais vous raconter votre histoire et vos origines dans ce podcast, mais aussi en classe. En classe, donc, demain, mardi, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. À partir de la littérature, la littérature pertinente, j'ai quelques études sociologiques aussi. Puis je vous invite à aller visionner cet enregistrement de cours de 2 heures. Donc, si vous n'êtes pas en classe, au moins allez visionner cet enregistrement de cours. Dans le podcast, ce que je vous ai réservé ici, c'est de vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais à travers le récit que vous propose Georges A. Legault dans son ouvrage Professionnalisme et délibération éthique que vous avez déjà commencé à lire passionnément, évidemment. Donc, je vous conseille de lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Georges A. Legault pour enrichir votre compréhension de l'histoire du professionnalisme. Mais pour cet enregistrement audio, je vais vous raconter de façon très succincte, évidemment, là, peut-être en 20 minutes, je dirais,
la version de l'histoire du professionnalisme, mais telle que racontée par Georges A. Legault. Êtes-vous prêts? Musique! L'histoire du professionnalisme racontée par Georges Legault commence dans les années 1930, donc 1950, 1930. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, on est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, on est à l'aube de la naissance des baby boomers, hein, rappelez-vous. Et pour l'histoire du professionnalisme, on va d'abord se concentrer sur ces quelques années. Et pour suivre l'histoire du professionnalisme, je vous suggère d'avoir en tête ce baby boomers. Hein, vous en avez autour de vous, c'est-à-dire que des personnes qui sont nées tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour vous, ce sont vos grands-pères, vos grands-mères au Québec. Puis ça vous aidera à suivre le cours du récit puisqu'on va suivre l'histoire peut-être de vos grands-mères et grands-pères. Vos ancêtres, donc les grands-parents de vos grands-parents, étaient comme vous, passionnés de sciences, rigoureux. Donc ceux qui travaillaient, qui exerçaient ce qu'on appelait les professions libérales. Donc ils étaient passionnés de sciences. Ils voulaient et elles voulaient construire nos villes, nos routes, construire nos usines, construire tout, hein, exploiter aussi nos forêts. Baliser notre coin du monde. Ici, vous voyez à quelle profession je renvoie. Et ils ont décidé de s'associer. Donc, ça commence comme ça, par des mouvements associatifs. Donc, on décide de s'associer autour de valeurs, d'ambitions, de projets. Puis, le modèle d'association, on est en 1930, c'est le modèle peut-être le plus commun à l'époque, c'est le modèle religieux. Donc, le premier modèle associatif, nous dit Georges A. Legault, c'est le modèle basé sur le sentiment d'appartenance propre au système, au modèle religieux. Donc là, vous allez voir à cette époque des gestes, des signes propres à des groupes religieux. Là. Donc, pour démontrer l'adhésion à un groupe, on va s'inspirer de ces modèles religieux. Donc, on va se donner un code de valeurs, évidemment. On va faire des promesses solennelles. Les ingénieurs, les avocats, les arpenteurs, les médecins, les notaires vont faire un engagement solennel, une promesse solennelle. Ils vont faire partie d'un ordre. Hein, le terme ordre, c'est exactement le même terme pour désigner les ordres religieux. Donc, comme les prêtres, comme les ordres religieux ou sacerdotaux. Donc, on va faire partie d'un ordre, on va faire une promesse solennelle, on va avoir des devoirs de soumission, de service. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le modèle religieux. D'ailleurs, ceux et celles qui s'engagent dans ces ordres diront qu'ils ont la vocation. Ils ont entendu la voix, la vocation, c'est ce que ça veut dire. Donc, la voix existentielle qui guidera plutôt leurs faits et gestes, puis ces personnes-là vont promettre de donner leur vie, hein, une vie de service et de dévotion. Donc ça, c'est un modèle, ça ressemble au modèle religieux parce que c'est créé à la même époque. Donc on est au début, rappelez-vous, 1930. On a l'appel. Hein, ici, on parle des grands-parents, pas des parents de vos grands-parents. Ces derniers ont l'appel, ils ont la vocation, ils se regroupent, ils se donnent des valeurs, puis ils se font la promesse de respecter ces valeurs, une belle promesse solennelle. Donc, on va servir notre prochain. Ce sont les premiers pas de ces professions qu'on dit libérales. Hein, les professions libérales, ce sont avocats, notaires, arpenteurs, ingénieurs, agronomes.
libéral au sens de libre d'esprit. Hein, libéral, c'est pas juste Parti libéral, là, vous vous apprêtez à voter aujourd'hui. Là. Donc, il n'y a pas seulement le Parti libéral qu'on peut désigner avec cette épithète. Donc, libéral, habituellement, ça veut dire, c'est la promotion de la liberté. Donc, libre d'esprit. Quand on dit profession libérale, c'est qu'on souhaite que ces personnes soient libres d'esprit, libres de contraintes, libres de salaire. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle pas de salaire, mais plutôt d'honoraires. Libres d'autorité. Donc, pas vraiment de patron à l'époque pour les professions libérales. Et il reste des traces de tout ça, là, de ce mouvement religieux. La cérémonie du jonc au Québec, pour les ingénieurs, là, je pense aux ingénieurs, c'est une belle trace, un beau témoin historique de tout ça. Là. Pour celles et ceux qui l'ont fait, leur promesse, cette cérémonie, ou qui vont la faire bientôt, là, ça ressemble, c'est très religieux tout ça, puis en même temps quelque chose d'inspirant. On se tient la main, puis on chante les louanges de la profession. Donc, je ris un peu, mais en même temps, c'est inspirant tout ça. Un peu anachronique peut-être, étrange pour certains, mais inspirant malgré tout, ça c'est certain. Donc, 1930-1950, des regroupements typiquement basés sur un sentiment d'appartenance. Ça ressemble c'est des mouvements quasi religieux. On est guidé par des valeurs, puis évidemment, on vise l'excellence de la discipline, mais le modèle, il est calqué, disait-on, sur les ordres, hein, les ordres religieux à l'époque. Puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Vous connaissez votre histoire, évidemment. Donc, fin de la guerre, 1945, et le baby boom, hein, disait-on. Là. Donc, baby boom, c'est le moment où plusieurs petits bébés, pourquoi qu'on disait ça, le baby boom? Parce que après la Deuxième Guerre, le retour des naissances, donc plusieurs de vos grands-parents sont nés dans cette époque. Donc, on est au tournant de 1950, tout juste après la Deuxième Guerre. Puis, pour vous, dans votre tête, là, il y a la naissance. Et voyez vos grands-parents naître avec leur petite face de bébé. Et plusieurs bouleversements historiques se passent à l'époque. Décroissance du travail manuel. Donc, c'est plus vraiment important au moment où vos grands-parents naissent. En fait, c'est de moins en moins important le travail manuel. Hein, ce qui était peut-être très important pour leurs parents, là, le travail à la ferme, le travail de force de bras. Ce travail-là, tranquillement, est remplacé par un travail de moins en moins manuel. Le travail de bureau commence à naître. Et on va voir une redirection, je dirais, de cette force ouvrière. Donc, ceux qui travaillaient de leurs bras, là, tranquillement, on va les voir se rediriger vers un travail plus intellectuel. Donc, qui dit travail intellectuel dit formation universitaire. Donc, il y en a plusieurs qui vont se rediriger dans cette direction. Et ce que ça fait, bien évidemment, il y a une pression supplémentaire sur l'enseignement universitaire. Hein, d'ailleurs, à l'époque, faut se rappeler, il y avait seulement 3 universités dans tout le Québec pour accueillir tous ces baby boomers. Donc, au tournant des années 1960, là, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc, c'est pas une révolution qui s'appuyait sur une révolution dans le système d'éducation. Donc, on a un système où le savoir universitaire se développe. Et il se développe pourquoi? Notamment parce que je vous le disais, les baby boomers se dirigent vers l'université. Donc, ils veulent être formés. Eux aussi veulent avoir accès à ces professions plutôt intellectuelles. Donc, les baby boomers, on leur avait créé des cégeps en 1965, 67 peut-être. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de baby boomers qui arrivaient dans les cégeps, qui se dirigeaient vers les universités, puis on voulait les former avant d'aller à l'université. Donc, les cégeps,
Puis des 3 universités, donc imaginez la pression là, sur, à l'époque, c'était McGill, Université de Montréal, Université Laval, évidemment, qui est là depuis les tout débuts. Imaginez la pression pour accueillir tout ce beau monde et ces baby boomers. Donc 1968, c'est ce que j'ai noté, c'est la création justement des réseaux des universités du Québec. Hein, l'Université du Québec à l'UQAC, l'UQAM, à Montréal, donc à l'UQTR, à Trois-Rivières, l'UQAC, c'est à Chicoutimi. Donc, des universités mieux ancrées, plus régionales, des universités pour répondre aux besoins. Aux besoins de qui? Bien, aux besoins de ces baby boomers qui ont besoin d'être formés, d'avoir une formation universitaire. D'ailleurs, une formation universitaire qui sera un peu plus appliquée, un peu mieux ancrée dans la réalité du travail. Donc, les programmes de biologie marine seront à Rimouski. L'université en Abitibi, par exemple, ben, ce sera foresterie. L'UQAM, c'est à Montréal. Les Beaux-Arts seront à Montréal. Donc, résultat de tout ça, les baby boomers veulent être formés et on va leur créer des universités, on va leur donner l'occasion, l'opportunité de se former et on va voir plusieurs nouveaux champs du savoir et d'expertise naître. Hein? Plusieurs nouvelles professions vont naître, c'est-à-dire un mélange de savoir universitaire, mais plus pratique, plus utile socialement. Donc, cette pression, rappelons-le, pression universitaire, pression sur les corporations professionnelles existantes. Donc, il y en a plusieurs là, qui veulent. En fait, tout le monde veut être, je pense que ce serait une façon de le résumer, tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Puis en plus, ajoutons à ça d'autres champs professionnels qui sont créés. Donc ici, là, justement, notamment à cause de la formation universitaire, on voit des formations universitaires en éducation, en administration, en psychologie, sciences sociales, gestion. Donc, on va avoir toutes sortes de naissances, de nouvelles associations qui se disent des associations professionnelles. Là, on parle des psychologues, des éducateurs, des administrateurs, des gestionnaires, des comptables. Donc, une pression sur le système pour ouvrir les portes des professions existantes. Donc, tout ce beau monde-là veut avoir une profession libérale. Donc, tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, mais aussi ceux qui sont psychologues, éducateurs, administrateurs, gestionnaires, comptables, eux aussi veulent avoir le titre de profession. Donc, tout le monde veut être professionnel, avoir les reconnaissances en bonne et due forme là, des autorités en place. 1970 maintenant, donc on est au tournant des années 1970 et on va répondre à cette pression. Hein? Tout le monde veut avoir accès à la profession, puis tout le monde se dit exercer une profession, puis il y a un peu de chaos dans tout ça. Et en 1970, on va faire de l'ordre. Et là, ici, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, là, puisqu'on va littéralement créer les ordres professionnels à cette époque. Donc, on va remplacer, nous dit Georges A. Legault, on va remplacer la structure morale et sociale, celle qui existait avant, par une nouvelle structure, une structure légale. Et cette structure légale, elle est criante de nécessité. Ici, là, je vous parlais de pression, mais la pression est tellement importante. En 1970, on a la commission Castonguay-Nepveux. Au début, c'est une commission qui se penchait sur les problèmes d'exercice de la profession dans le monde de la santé. Puis la crise, je dirais, a atteint son paroxysme au moment où les chirurgiens, ceux qui sont formés en chirurgie à Montréal, donc l'Université de Montréal, ils se voient refuser leur titre professionnel. Donc, imaginez-vous, là, vous vous formez pour devenir chirurgien. Puis, une fois sorti de l'université, on ne vous reconnaît pas. Les ordres professionnels ne reconnaissent pas votre profession. Donc, on est à cette époque-là, là, où ceux qui contrôlent l'exercice de la profession se retournent vers les universités puis leur disent, vous savez quoi, c'est nous qui contrôlons. Vous avez beau former plus de monde. Nous, on n'est pas contents de cette formation-là. Puis, on va mettre des barrières à l'entrée.
Puis c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'une profession, qui peut l'exercer. Donc, ajoutons à cela, là, à toutes les pressions que je vous ai déjà dépeintes, là, cette nouvelle crise et cette nouvelle pression-là. Donc, 1973, je vous disais qu'on allait faire un peu d'ordre, mais justement, en 1973, le gouvernement va créer le Code des professions. Donc, le Code des professions, je dirais que c'est la pierre fondatrice là, de cette nouvelle structure légale. Un code et qui a force de loi. Là, donc, ce n'est pas un code là, rédigé par les professionnels et qui se disent « ce serait le fun qu'on le respecte ». Non, non, c'est un code qui a force de loi et qui va déterminer toutes sortes de choses, les titres, qui pourra se dire ingénieur, arpenteur, notaire, qui pourra poser des actes qui sont réservés aux ingénieurs, notaires, médecins. Et donc, on va créer ça, un mélange de structures sociales. On va reconnaître que les professionnels en exercice peuvent exercer une certaine forme de contrôle interne. On dit une part d'auto-régulation. Donc, ils peuvent participer à la création de leurs propres règles. Mais en même temps, on va mélanger à ça une structure légale classique là, où on parle plutôt d'hétéro-régulation, là, donc une régulation qui vient de l'externe, un contrôle externe, contrôle politique, mais aussi une forme de contrôle légal. Donc, on est dans ce modèle, dans la naissance de ce modèle et la profession, donc qui se définissait par ce sentiment d'appartenance, là. On se donnait des valeurs, puis c'est un modèle plutôt associatif classique. Tout à coup, va être remplacé par un système de contrôle plutôt classique, un contrôle externe, légal, un système où on contrôle, on surveille les membres, donc une approche typique légaliste. Et ce rythme, d'ailleurs, vous savez, cette alternance entre du désordre, crise, puis une réponse du législateur où on tente de faire un peu d'ordre. Ce rythme-là, vous allez le trouver à quelques reprises dans l'histoire du professionnalisme. Donc, un moment de crise. Finalement, à chaque crise traversée par l'histoire du professionnalisme, il y a toujours cette intervention plus ou moins musclée, je dirais, du légal et du politique pour refaire un peu d'ordre et reprendre un peu le contrôle sur le système. Donc, désordre, problème, perte de contrôle. Puis, pour faire de l'ordre dans le système, ben, on a souvent la réponse législative classique. On va créer des règles, des contraintes, des barrières. On va contrôler le système davantage, le système d'éducation. On va surveiller davantage les membres. On va sanctionner un peu plus. Donc, 1970 nous dit Legault, on est à cette époque où la structure sociale et morale est remplacée par cette structure légale. Suite ensuite, nous dit Legault, troisième mouvement. Donc, on est au tournant des années 1980. Donc, pour vous, là, 1980, en tout cas pour moi, c'est les synthétiseurs, c'est les vêtements fluo des années 80. D'ailleurs, si vous voulez m'imaginer à cette époque-là, j'étais dans ma prime jeunesse, donc 1980, j'avais 5 ans. Donc, je commençais à marcher avec mon petit chandail fluo, puis mes cheveux longs dans le cou, probablement. On est dans les années 1980, il fallait respecter la mode de l'époque. Et dans le système professionnel, ben, la tendance, c'est pas les vêtements fluo dans les années 80. La tendance, c'est le mouvement de la qualité totale. Donc, on l'appelle le management, total quality management. Là, c'est le management, la gestion par la qualité. Donc, aujourd'hui, là, on a les normes ISO, par exemple. Ça s'inscrit, c'est à cette époque là, que ça commence à naître. Puis aujourd'hui, on a les normes ISO et toutes sortes il y en a plusieurs, là, des normes ISO et ces émules, mais c'est à cette époque là, qu'on commence à normer la qualité des services, la qualité des produits. Le mouvement de la qualité totale, là, c'est ce que
C'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, Legault, dans son ouvrage et dans ses témoignages, si vous entendez parler de Legault, de vous raconter cette histoire-là, il critique, je dirais, ce moment dans l'histoire du professionnalisme. Pour lui, c'est à cette époque là, qu'on voit l'idée de la satisfaction du client à tout prix. Et le client satisfait, il faut voir, là, pour vous, le client, c'est votre principal client, c'est votre patron. Là. Donc, l'idée de satisfaire le client et pour vous, satisfaire le patron à tout prix, là, pour Legault, ça naît exactement à cette époque. Donc, pour Legault, et ici, je le cite, il dit « Ce n'est plus la qualité de l'acte posé par le professionnel qui importe. C'est encore moins la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte qui importe. Désormais, ce qui est important, c'est la satisfaction du client. Et pour vous, ce qui importe, c'est la satisfaction de votre principal client qui est votre patron. » Donc, Legault fait bien de le mentionner. Les actes posés par les professionnels typiquement doivent faire l'affaire du client, mais ne doivent pas toujours et nécessairement faire l'affaire du client. Donc, votre patron, on y reviendra. Si votre patron vous demande de poser des gestes qui sont cohérents avec votre ordre, avec les atteintes et valeurs de votre ordre professionnel, ça va. Mais lorsqu'il vous demande de vous en éloigner, on comprend maintenant peut-être mieux la critique de Legault. Parfois, il faut être capable de ne pas satisfaire ce client-là et parfois de dire le contraire. De toute façon, nous y reviendrons à ce problème. On voit ça au module 8 avec le conflit de loyauté. Donc, c'est un avant-goût. Ce sera au module 8. Donc, ce sont les années 1980, le mouvement de la qualité totale, les normes ISO, naissance de l'idée qu'ultimement, c'est la satisfaction du client qui importe. Donc, une belle idée avec ses grandeurs et misères. Avant de conclure avec la quatrième phase pour Georges A. Legault, là, dans la quatrième période de l'histoire du professionnalisme, vous l'aurez remarqué, et je le mentionne aussi dans l'enregistrement de cours, mais je me permets de le rementionner ici. L'histoire du professionnalisme, c'est avant tout l'histoire d'une forme de légitimation. Une histoire où votre groupe, les professionnels tentent progressivement de légitimer leur existence. Comme imaginez-vous un ado, tiens, on parle d'histoire, je vous parlais de vos grands-parents, la naissance de vos grands-parents. Imaginez-vous un ado là, qui, justement, il crie « J'existe, je veux être libre. » Oh! C'est quoi? Oh non! Alerte de feu. OK, je prends une pause. Profitons de cet intermède pour notre indice du jour. Au feu, 1973, création du Code des professions. Donc, l'indice du jour, au feu, 1973, création du Code des professions. OK, de retour d'un exercice de feu. Donc, il y avait un exercice de feu, d'où mon petit sentiment mon ton de panique lorsque j'ai entendu la cloche. Mais c'est l'exercice de feu le typique au printemps, à l'automne, comme ça, à chaque début de session. Donc voilà, de retour. Et de retour dans l'histoire du professionnalisme. Et je vous disais, l'histoire du professionnalisme, c'est une histoire de légitimation. Hein? Donc, je vous disais, comme un ado qui crie j'existe, je veux être libre, je veux faire ce que je veux protéger le public, mais en même temps, je veux être libre, je veux qu'on reconnaisse que j'existe, hein, puis être reconnu par qui? Mais par les autorités légitimes de l'époque, donc autorités sociales, politiques, scientifiques, juridiques. Donc, en matière de légitimation, lorsqu'un
Dans le fond, lorsqu'un professionnel donne son avis, il est légitime de plusieurs manières. Donc, il fonde son autorité et sa légitimité sur 3 assises. Je les mentionne dans le cours, là, mais je vous le disais, là, je vais les répéter ici. La première assise en matière de légitimité, c'est la légitimité sociale, donc l'idée de service public, sa mission sociale peut-être. Donc, lorsqu'un professionnel donne un avis, vous allez donner des avis professionnels, il fonde son autorité, sa légitimité sur le fait qu'il agit et qu'il parle au nom de la protection du public. C'est parce que, autrement dit, c'est parce que le professionnel est là pour le public, il est là pour sa protection, et c'est parce qu'il est là pour le public et sa protection qu'il a le droit d'exister. Tu sais, si on reprend le langage de la légitimité, c'est pour ça qu'on lui donne tous ses privilèges, tout ce pouvoir, c'est parce qu'il a le désir, il a émis le désir et fait la promesse de protéger le public. Et vous le voyez là depuis, maintenant vous connaissez un peu mieux l'histoire du professionnalisme, cette promesse, elle est là depuis les tout débuts. Et si vous ne tenez pas cette promesse ou si cette protection du public n'existe plus, ben la légitimité, elle aussi, se perd. Autrement dit, vous n'existez plus ou vous n'existerez plus. Deuxième assise, c'est, en matière de légitimité, c'est sa légitimité scientifique. Votre profession, on l'a dit un peu plus tôt, c'est un combo entre des savoirs pratiques, des savoirs théoriques. Puis lorsqu'un professionnel donne son avis, il fonde son autorité. Pourquoi on lui donne une forme d'autorité ou de légitimité? C'est parce qu'il parle et il exerce son jugement professionnel au nom de la science. Donc, au nom de la science, écoutez-moi, j'existe. Donc, c'est parce que le professionnel parle au nom de la science qu'il a le droit d'exister. Si cette science ou si cette défense de la science n'est plus, ou si vous faites trop de compromis en matière de rigueur ou de véracité des faits, donc si vous sacrifiez ces valeurs, bien, il ne restera plus grand-chose de votre profession. Troisième assise, et elle est plus récente, c'est sa légitimité juridique. On le voit dans l'histoire du professionnalisme, c'est assez récent. C'est-à-dire qu'on a dit que le système a été créé en 1973, la création du Code des professions, et depuis, on vous donne le contrôle des titres, on vous réserve des champs de compétences, il y a certains actes qui sont protégés. Donc, lorsqu'un professionnel donne son avis, sa légitimité, sa troisième forme de légitimité, c'est qu'il donne son avis au nom de la loi. Un peu comme je ne sais pas, un policier pourrait dire au nom de la loi. Au nom de la loi. Le professionnel peut le dire aussi de cette troisième façon. C'est parce que, autrement dit, c'est parce que le législateur, celui qui crée les lois, c'est parce que celui qui crée les lois a reconnu sa pertinence sociale, au nom de la science, au nom du public. Donc, il a reconnu tout ça et il a fait de cette reconnaissance une forme de loi. Et depuis, le professionnel peut exister en société et même au nom de la loi. Il a la responsabilité de défendre la science, responsabilité de défendre le public, et pas seulement en son nom personnel, mais désormais au nom de la loi. Et en même temps, là, si vous vous mettez à contourner les lois, à faire des compromis ou à tenter d'exploiter les lois à votre avantage ou au profit de votre employeur, bien là aussi, il ne reste plus grand-chose du professionnel et de moins en moins de sa légitimité. En somme, le professionnel, lorsqu'il parle, il ne parle pas seulement en son nom personnel. Sa légitimité, elle est triple. Il parle au nom de sa profession, c'est sûr, mais il trouve sa légitimité, il parle au nom je dirais c'est une triple promesse. Donc, l'idée de protéger le public. Vous devez l'écouter parce qu'il protège le public, parce qu'il protège la science et parce qu'il protège la loi. Et sans cette triple promesse, il n'y a plus de légitimité.
où il y a une légitimité qui s'effrite de plus en plus et qui risque de mener à la disparition de la profession. Dernière étape, nous dit Legault dans l'histoire du professionnalisme, c'est la période la plus récente. Donc, pour Georges Legault, c'est la période séparant les années 70, 80, on les a mentionnés, jusque dans les années 2000. En fait, l'ouvrage a été publié en 2000. Donc, rappelons que dans cet intervalle, il y a eu plusieurs crises au sein du système professionnel. Donc, même si on s'est donné une forme de légitimité, même reconnue par la loi, c'est pas parce que le système existe que nécessairement ça règle le problème des crises dans l'exercice de la profession. Il y en a eu plusieurs. Dans l'enregistrement de cours, je parle de 1973, donc la commission SECO. C'était sur le crime organisé, les liens entre le crime organisé, l'industrie de la construction et certains professionnels impliqués. 1974, la commission Clich. Donc, c'était, ajoutons à ça, l'industrie de la construction, le monde syndical et le crime organisé et des professionnels qui sont un peu impliqués dans tout ça. 1980, la commission Malouf. Avez-vous entendu parler des belles catastrophes entourant la construction du stade olympique? Mais ça, c'est cette commission Malouf. On a tenté d'expliquer pourquoi il y avait des dépassements de coûts. Puis encore une fois, on a vu toutes sortes de belles histoires. Syndicalisme, crime organisé, puis des professionnels là aussi impliqués. Et plus récemment, les histoires de la commission Charbonneau. C'est un peu dépassé 2000, mais c'est quand même là aussi. Et là aussi, corruption, collusion, industrie de la construction, professionnels impliqués. Et dans cette tourmente, nous dit Legault, ce qu'il craint, c'est la perte de cette fonction sociale, la perte de référents clairs pour celles et ceux qui exercent la profession. Et pour Legault, il y a plusieurs questions qui sont en suspens et qui demeurent. À quel point doit-on réglementer, mais peut-être déréglementer la profession? Si la profession, c'est seulement des services, pourquoi qu'on réglemente la formation de ceux et celles qui exercent la profession? On pourrait juste se contenter de réglementer le produit livré par ceux et celles qui se disent des professionnels. Pour Legault, existe-t-il un rôle social du professionnel? Est-ce que cette fonction de protection du public, elle est toujours pertinente? Est-ce qu'il existe encore des valeurs partagées au sein de la profession? Est-ce qu'il y a un idéal professionnel commun? Si oui, comment le définit-on? Est-ce que ces professionnels peuvent arriver à un consensus sur un idéal d'exercice de la profession? Donc, Legault parle de cette dernière phase de l'histoire du professionnalisme comme une époque de crise, de redéfinition, de disparition peut-être. Et là, ici, ce sont les mots de Legault. Et à la fin de toute bonne histoire, et là, ici, c'est moi qui termine cette histoire-là de cette façon, il y a vous. À la fin de cette belle histoire du professionnalisme, on a assisté à l'histoire de vos peut-être vos grands-parents, mais à la fin de tout ça, dans l'histoire la plus récente, mais c'est vous, vous qui m'écoutez patiemment et attentivement malgré une alerte de feu. Et vous, que gardez-vous de tout ça? Après avoir entendu cette histoire du professionnalisme, avez-vous l'impression que votre profession est en crise? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le terme professionnel? Est-ce que vous vous dites, après tout ça, un ordre professionnel, quelle bonne idée, oui, j'adore? Ou au contraire, vous vous dites, bof, what the heck? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, qu'est-ce qui reste de tout ça? Que savez-vous de votre identité professionnelle? Comment se porte-t-elle collectivement, votre identité professionnelle? Est-ce que votre profession est toujours là, criante de pertinence, ou a-t-elle peut-être déjà commencé à disparaître? Et d'ailleurs, je me permets de mentionner que ces réponses-là, ces questions-là, je vous les pose, là, mais c'est intéressant de voir qu'elles varient beaucoup d'une profession à l'autre. Entre
l'arpenteur géomètre qui, lui, là, se définit presque exclusivement en fonction de sa profession. Et il y a une belle grosse différence avec l'ingénieur là, qui, lui, typiquement, il se définit plutôt en fonction de son rapport avec son employeur. Le chimiste, lui, qui est bien différent aussi, qui, lui, ignore même des fois qu'il existe une profession qui encadre son champ d'expertise. Donc, entre ces différentes professions, il y a aussi des différences. Donc, je vous pose toutes sortes de questions, mais l'identité professionnelle, elle n'est pas homogène, elle peut varier d'une profession à l'autre. Et pourtant, malgré ces réponses, malgré ces multiples questions et vos réponses, je vous dirais qu'une majorité d'entre vous, c'est important de se les poser les questions, puisque une majorité d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Donc, une profession que vous connaissez mal pour plusieurs, dont vous ne connaissez pas l'histoire, à part peut-être là maintenant, ce court podcast, là, c'est déjà ça. Donc, une profession que vous ne connaissez pas vraiment, dont vous connaissez peu l'histoire, dont peut-être vous doutez de la pertinence, et certains en doutent, et je le voyais dans les premières contributions dans les forums, doutent de la pertinence, doutent de la valeur. Et j'espère que vous vous rendez compte de la difficulté existentielle de ça. Là. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé dans une voie. Vous êtes à l'université, là. Donc, vous vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession dont souvent vous ne connaissez pas l'histoire, dont plusieurs questionnent la pertinence et la valeur sans même en connaître l'histoire, les fonctions, le système. Donc, c'est ça. En matière d'existentialisme, là, il y a quelque chose d'absurde. D'absurde au sens de Camus. Là. Et comment disait-il, le silence déraisonnable du monde. Il y a ça. Là. Je vous pose des questions et il y a peut-être l'absurde et le silence déraisonnable du monde. C'est à vous de trouver des réponses à ces questions. Hein? Comment allez-vous donner un sens à votre profession? Dans laquelle, de toute façon, vous allez faire vos premiers pas. Donc, voilà, c'est peut-être ce que Legault pointait lorsqu'il parlait d'une époque en crise. Et j'ajouterais que si ces questions, si ça vous fait réfléchir, ben, nous sommes sauvés. Yes! Parce que justement, au moins, poser des questions, c'est au moins chercher ce sens, cette valeur. Chercher sa place dans l'histoire, chercher à y contribuer à l'histoire du professionnalisme, à lui donner peut-être du sens et de la valeur. Sinon, ben, je ne veux pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène vers une profession qui n'a aucune pertinence pour vous et vous cheminez vers une profession qui, pour vous, n'a pas vraiment de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. Donc, un petit cours d'histoire aujourd'hui là, qui équivaut peut-être à une perte de temps, si c'est le cas. Ça fait mal, hein? Mais en fait, vous le savez aussi, là, vous m'avez vu en classe, je suis loin d'être aussi pessimiste. Au contraire, moi, vous le savez, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est justement que je crois très sincèrement à la pertinence de toutes ces questions, de vos réflexions. L'idée, c'est de vous donner l'opportunité de redonner du sens et de la valeur à votre profession. Hein, la beauté, je dirais, de tout ça, là, c'est que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. C'est vous, les futurs professionnels de demain. Donc, c'est vous qui allez exercer cette profession dans 5 ans. Et vous pouvez transformer votre profession. Ça, c'est sûr que c'est certain. C'est possible. Donc, mais d'abord, avant de changer, il faut savoir, avant de savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et cette petite aventure historique sur l'histoire du professionnalisme était nécessaire. Je vous en ai fait un bref résumé et je vous invite à consulter l'enregistrement de cours pour en savoir davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Bon, voilà, c'était mon résumé. Maintenant, quoi faire pour ce module 5? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien, visionner l'enregistrement de cours, lire les chapitres 1 et 2. J'en ai fait un résumé, mais il faut lire ces chapitres
1 et 2 de l'ouvrage de Legault. Lire le texte aussi de Gilles Dussault. C'est pas une lecture aussi attentive, là, une lecture très sommaire peut-être du texte de Gilles Dussault. Allez remplir vos questionnaires d'auto-évaluation sur l'histoire du professionnalisme pour voir ce que vous avez retenu. Puis les forums, il y a un forum à chaque module, il y en a aussi un au module 5. Et n'oubliez pas d'entamer le TP2. Donc d'ici vendredi, vous allez recevoir vos notes, vos TP1. De toute façon, c'est possible dès maintenant d'entamer votre TP2. Et pour faire quoi tout ça? Bien, pour atteindre les objectifs de ce module 5, je vous les rappelle. À la fin du module 5, vous devriez être capable de m'expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués. Êtes-vous capable de raconter cette histoire? Êtes-vous capable d'identifier quelques principaux jalons de l'histoire du professionnalisme? Et vous devez être capable aussi de distinguer des différents modèles de professionnels, d'ordre professionnel. J'en ai parlé un peu dans le podcast d'aujourd'hui, mais j'en ai aussi expliqué quelques modèles complémentaires dans l'enregistrement de cours. Donc, c'est tout pour cette semaine, mais avant de vous laisser, une information très, très importante. Il n'y aura pas, attention, écoutez bien, il n'y aura pas de rencontre en classe, ou en classe virtuelle d'ailleurs, la semaine prochaine. Donc, le 11 octobre, pas de classe virtuelle synchrone ou pas de classe présentielle synchrone, ça va de soi, la semaine prochaine. Donc, le 11 octobre, non. En fait, on se voit en classe demain. Donc, demain, on est le 4 octobre. Mais on ne se verra pas en classe ni le 11 octobre, ni le 18 octobre. Donc, désolé, je sais que vous allez vous ennuyer de moi, mais je dois m'absenter du pays. Donc, pour une durée de 8 jours. Puis, c'est du mardi 11 au mardi 18. Donc, ce qui fait qu'on va manquer 2 rencontres en présence dans les 2 prochaines semaines. Donc, désolé pour les 2 prochains mardis. Mais évidemment, là, je vous laisse pas tomber. J'ai préenregistré mes prochains podcasts. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne vous laisse pas tomber pour ceux qui suivent le rythme avec les podcasts. Puis, vous allez avoir accès aussi à des enregistrements de cours. Donc, il y a des textes. Le cours, il est pensé là, de cette manière-là. Mais au lieu d'avoir un cours en classe, j'ai pour vous des enregistrements de cours. Je vais vous rendre les enregistrements disponibles. Je vais téléverser ça sur YouTube. Puis, je vais vous mettre les hyperliens sur les notes des modules 6 et 7. Mais donc voilà, vous allez avoir accès à un cours, mais ce sera des enregistrements de cours. Puis à la différence que j'ai donné ces 2 cours l'hiver dernier, j'ai tendance à radoter les mêmes choses, mais évidemment, les dates risquent d'être différentes. Le contexte, même le contexte COVID, vous allez voir qu'il était différent à l'époque. Donc, comme d'habitude, sauf que vous n'avez pas de classe synchrone, que ce soit en classe ou sur Zoom. Et tout ça, pourquoi? Bien, parce qu'on s'est donné un cours commodal, puis il y a plusieurs avantages. Pour vous, chers étudiants, je l'ai pensé aussi pour vous, ce cours commodal, donc vous permettre de le suivre comme vous le souhaitez, en classe, pas en classe, à votre rythme, à un autre rythme, à distance, sur Zoom, de chez vous. Donc ça, c'est possible. Et c'est aussi l'avantage pour moi. Donc ça permet à votre prof de poursuivre ses activités académiques parce que des fois, il y a ça qui se passe pendant la session. Puis ça me permet de faire tout ça sans compromettre d'aucune façon votre réussite de ce cours, puisque ça fait partie de mes fonctions, de mes chères fonctions. Donc, dernier rendez-vous avant cette courte pause. Donc, demain, en classe, nous serons le 4 octobre. Et le prochain cours en classe, donc je vous le dis, il va y avoir des modules, ils vont être publiés au même rythme qu'à l'habitude. Il n'y aura pas de rencontre en classe. Notre prochaine vraie rencontre en classe et en classe synchrone, ce sera le 25 octobre. 25 octobre. Je sais. Hein? Moi aussi, je vais m'ennuyer de vous. OK. Donc, merci à vous pour votre présence, votre écoute aujourd'hui, votre engagement dans ce cours. On se voit demain en classe pour celles et ceux qui y seront. Mais sinon, courage. Donc, vous progressez déjà bien dans ce cours. Vous allez bien progresser aussi dans les prochaines semaines. Donc, on se revoit bientôt.
Et d'ici là, travaillez fort. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.